Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le mercredi 18 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. Le soleil est de retour dans le département, des températures estivales dont profitent largement les Yvelinois avec balades et activités de plein air. Peut-être une bonne nouvelle aussi pour les commerçants près des gares qui subissent les conséquences de la grève dans les transports. Reportage à suivre. Les Républicains des Yvelines devront désigner leur président en octobre, une élection qui révèle quelques divergences au sein de la fédération. Deux camps se sont constitués, l'un d'eux autour notamment de la conseillère régionale Alexandra Dublanche, candidate pour le scrutin. Nous recevons l'un de ses principaux soutiens, Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay. Enfin, une population carcérale frôlant les 200% en Ile-de-France, des cellules insalubres. Les conditions de vie en prison sont souvent dénoncées. Un colloque sur le sujet se tient ce vendredi à l'UVSQ et il est organisé par des étudiants en droit. La grève d'abord et les perturbations qui se poursuivent encore demain jeudi à la SNCF. Les cheminots mènent un mouvement perlé pour s'opposer à la réforme ferroviaire du gouvernement. Le texte a été largement adopté hier en première lecture à l'Assemblée nationale. 454 voix pour, 454 voix pour et 80 contre. Le trafic sera encore très perturbé ce jeudi sur les réseaux des transports en Ile-de-France. À 50 en Yvelines, ce sera encore plus perturbé par rapport à aujourd'hui. C'est un train sur 3 sur le RERC, un train sur 4 pour la ligne N du Transilien. Enfin, c'est un train sur 3 pour la ligne U. Pour connaître les dernières informations et consulter les horaires de vos trains, rendez-vous sur le site du Transilien. Et si vous devez attendre justement votre train ou emprunter des alternatives, vous serez au moins sous le soleil. Le beau temps pourrait augmenter la fréquentation des commerces autour des gares. Les boutiques vont-elles retrouver le sourire après les conséquences négatives de la grève? C'est la question posée par Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry à la gare de Plaisir-Grignon. 9 trains au départ de Plaisir-Grignon pour Paris-Montparnasse entre 6h30 et 10h30. Aucune circulation sur la ligne N en direction de Mantes-la-Jolie. Heureusement, les conséquences de la mobilisation sociale sont atténuées par le ciel bleu et le retour de températures élevées. Les commerçants du quartier en profitent. Notamment cette boulangerie avec les produits rafraîchissants. Ça joue sur les ouvriers du matin, par exemple. Ça veut dire que tout ce qui est le pain au chocolat du matin, la baguette du midi, tout est différé. Les gens ne prennent pas le temps de sortir pour rattraper. Et effectivement, ça, le beau temps, c'est radical. À chaque fois qu'il y a un petit rayon de soleil, les gens sortent, profitent de la terrasse. Un petit café, une boisson fraîche. Donc ça compense, heureusement. Cette épicerie du quartier Plaisir-Grignon perd entre 15 et 20% de sa clientèle depuis le début de la grève. Avec l'arrivée des beaux jours, il pense compenser cet effet négatif sur son commerce. La semaine dernière, quand il n'y avait pas de beau temps, et avec les grèves, on a eu du mal. Il n'y avait pas beaucoup de clients. On est resté le premier mardi des grèves, c'est vrai, on a eu beaucoup de mal. On n'avait pas beaucoup de clients de la journée. Ouais. Et là, ça va un petit peu. Ouais. Ça commence à bouger un petit peu. D'autres commerçants ne ressentent aucune différence. Ils profitent même des alternatives proposées à la gare de Plaisir-Grignon avec les réseaux de bus. Le retour du beau temps, vous l'avez vu, satisfait certains commerçants près des gares. Il en est de même pour les Yvelinois de manière générale. Depuis hier, le soleil rayonne sur l'ensemble du département et quelques comportements estivaux refont leur apparition, du farniente ou encore des activités en extérieur. Regardez ce sujet de Patrick Jacques de Dixmude et Marion Ptac. Dans la matinée, le thermomètre affichait déjà 20 degrés. Après la morosité de l'hiver, ce temps estival a ravi les Yvelinois. Bravo! Dans les parcs, petits et grands profitent de ces vacances ensoleillées. Ce que j'aime bien faire quand il y a du soleil, c'est plutôt sortir et jouer au ballon, faire de la balançoire dans mon jardin et aussi regarder les animaux qui se promènent dans la nature. Le programme des prochains jours, c'est peut-être une escapade au bord de la mer. Voilà. Et se balader, voilà, ne penser à rien, se vider l'esprit, profiter juste du soleil, de la chaleur. On a quand même eu un hiver un peu dur, un peu long, mais là, ça nous a fait du bien. On vient ici, le parc est agréable. Il y a de l'espace pour les grands, les petits, ils sont heureux. Les rayons du soleil font du bien au moral, mais aussi aux fleurs. Dans son jardin, Angue de Faux cultive une centaine de plantes différentes. Et là, les bananiers, bon, pour l'instant, ils ne sont pas très beaux, parce qu'on les a couverts pendant 4 mois d'hiver. Et là, ça commence. D'ici 1 mois, vous allez voir la différence. Ça va monter jusqu'à 2 mètres.
Chaque année, la passionnée de jardinage ouvre son jardin aux curieux. Le retour du soleil est une aubaine. On est bien, on revit, on est content, puis on reste la journée dans le jardin, on regarde les pousses, on regarde les semis qui sortent. On est content qu'on voit que ça revit. Tout revit, la verdure reprend le chemin. Selon Météo France, le soleil devrait encore briller toute la semaine. Il y a comme un air d'été qui souffle sur les Yvelines pour le plus grand bonheur de ses habitants. Dans l'actualité également, ce déplacement ministériel à Plaisir. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, s'est rendue à la maison des familles Flora Tristan cet après-midi à la rencontre des membres de l'association 1001 mots. C'est une association dont elle est devenue marraine, une structure qui accompagne les parents dans l'apprentissage du langage à leurs enfants avant l'entrée en école maternelle. Nous détaillerons cette visite dans le journal de demain jeudi. La France lui a rendu un hommage national. Saint-Cyr-l'École va baptiser l'une de ses nouvelles artères au nom d'Arnaud Beltrame. Ce boulevard Colonel Arnaud Beltrame se situera dans la Zac-Renard en cours d'achèvement. Les élus l'ont décidé à l'unanimité lors du dernier conseil municipal. Un geste plein de symboles en mémoire du gendarme tué lors de l'attaque terroriste de Trèbes. Il avait suivi les cours de classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr avant d'intégrer l'armée de terre. C'était en 1995. Politique dans ce journal, une élection qui s'annonce sous tension. En octobre prochain, les Républicains des Yvelines devront choisir leur président pour succéder à David Douillet. Plusieurs candidats en lice, un militant, Jean-Philippe Giraud, qui vient de se lancer dans la course. Deux autres candidats, Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, et également Alexandra Dublanche, qui est vice-présidente du conseil régional. Notre invité a décidé de s'associer à cette candidature, c'est Pascal Thévenot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Vélizy-Villacoublay. Une première question déjà sur cette élection de manière générale. En quoi est-elle importante pour l'avenir du parti dans les Yvelines ? Je pense que là, on est à une époque où la droite doit se reconstruire, remobiliser, retrouver un débat, retrouver des idées. Et je pense qu'on n'a pas le droit de se tromper. Il faut qu'on remobilise tout le monde après un double échec, présidentiel, législatif, qui a été cinglant pour les Yvelines. Mais les Yvelines ont toujours été un modèle de la droite du centre. Donc je pense que si la droite se recompose, ça peut partir des Yvelines. Alors le premier à se lancer dans la course de cette élection, c'est Pierre Bédier, le président du conseil départemental, qui a donc déclaré sa candidature début mars, ce qui a laissé apparaître un début de tension au sein de la fédération. Plusieurs élus dont vous faites partie ont co-signé une tribune pour un renouveau politique dans les Yvelines. Dans la tribune, une phrase forte que j'ai relevée: une fédération n'est pas l'addition de fiefs politiques administrés par un baron. Pierre Bédier est évidemment dans le viseur. Pourquoi cette démarche de publier cette tribune ? En fait, il y a eu une démarche, les élections sont en octobre, donc elles sont loin. Sachant que Pierre, qui est candidat, mais s'est présenté tout de suite comme le président naturel et comme s'il n'y avait pas de débat, d'autres candidatures. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup de militants à vouloir reconstruire, mais retrouver la force de la droite et du centre des Yvelines qui allait aussi bien de Boutin à Jacques Miard, en passant par Gérard Larcher, Pierre Bédier, Valérie Pécresse. Donc l'idée, c'est que toutes les sensibilités des Républicains puissent s'exprimer. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est présenté comme une tension, sachant qu'une élection avec deux candidats, les Yvelines, c'est pas la Corée du Nord. Donc au contraire, ça peut donner tout un intérêt. Et moi, j'ai été surpris depuis cette tribune du nombre de personnes qui nous ont rejoints, puisqu'il y a plus de la moitié des délégués de circonscription. Alors des cadres. Il y a des chiffres sur cette tribune. Vous revendiquez 130 élus. Il y a un comité de soutien de Pierre Bédier qui, lui, dit qu'il y a seulement 90 signataires de cette tribune. Quelle est la vérité dans tout ça ? Non, alors après la guerre des chiffres, on ne va pas rentrer dedans, sachant que nous, on n'a publié que des gens LR. Et depuis, on est bien au-delà de ça. Et par contre, on a la quasi-totalité des délégués jeunes et la moitié des délégués de circonscription, donc ce qui veut dire qui sont les cadres en fait, dirigeants dans les Yvelines, ce qui montre qu'il y a une envie, et c'est pas un combat en fait, c'est une gestion peut-être ancienne avec un chef et puis des troupes et puis une gestion plus collective où Alexandra Dublanche partie avec Othman Nasrou, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes, des gens expérimentés, oui, moins expérimentés. Et c'est ce qui a fait un peu la richesse des Yvelines. Et est-ce que l'expérience aussi n'est pas bonne à prendre, l'expérience de Pierre Bédier ? Ah mais moi j'ai ma propre expérience, elle a sa propre expérience. En plus, ce sont deux personnes qui sont allées au combat, une à la région avec une conquête, c'était pour gagner contre la gauche, Othman Nasrou à Trappes. Donc c'est aussi des gens qui ont envie de se battre. Et
de reconquérir, mais surtout avant tout de défendre des idées et de reconstruire une droite et le centre sans couper des têtes et sans tension, mais plutôt voilà, ceux qui sont venus nous rejoindre sont des gens qui ont envie d'avancer, on leur a pas donné de contraintes, on leur a donné envie. Et quand on regarde le nombre d'adhérents aujourd'hui LR, eh bien, on rencontre énormément de gens, voire des élus, qui n'ont pas renouvelé. Combien d'adhérents LR aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi je ne suis pas secrétaire départemental ni président. On parle de quelques milliers, alors qu'on a été 12 000, 6 000 après la dernière présidentielle. Et là, je rencontre par contre beaucoup de gens qui reviennent à prendre goût, à croire au futur LR, au moins dans le département, et reprennent une adhésion. Donc c'est important. Et moi, j'ai été premier surpris peut-être de cette adhésion au-delà des chiffres. D'accord. On a énormément de gens qui... Et puis il y a tous ceux les élus notamment les maires, qui n'osent pas obligatoirement s'afficher, mais qui ont beaucoup d'espoir dans la candidature d'Alexandra et d'Ottman. Donc on a compris, ne pas utiliser plutôt le mot tension, mais plutôt l'expression de pluralité pour cette élection à la présidence des Républicains des Yvelines. En quoi ils incarnent justement Alexandra Dublanche et Ottman Nasrou, ce renouveau politique que vous prenez ? C'est l'envie de rassembler toutes les idées, tous ceux qui veulent apporter. On est d'accord sur l'essentiel, on a des vues des fois différentes à la marge. Et je pense que c'est avant tout de remobiliser et de redonner confiance à l'électeur de droite et du centre qui a pris un gros coup sur la tête. Et ça sera ma dernière question, comment justement remobiliser d'ici cette élection ? L'idée c'est de multiplier peut-être les rendez-vous de terrain, les réunions auprès des militants ? Les rendez-vous de terrain, les débats, discuter de certains sujets comme d'actualité, qui peuvent être aujourd'hui l'immigration, les collectivités territoriales, l'économie, la dette, et pour que dans les Yvelines, on s'est toujours intéressé aux faits politiques, au sens noble, et on a un grand vivier et il ne faut pas le décevoir. Et aujourd'hui, ils n'ont plus envie d'avoir, baron c'est peut-être un peu fort, mais une personne qui vous explique que demain il faut coller les affiches et par contre les idées, il n'y a pas besoin de débattre, on les connaît, et si vous ne votez pas ça, vous êtes dehors. Merci Pascal Thévenot d'avoir été avec nous. Maire Les Républicains de Vélizy-Villacoublay, je rappelle que vous êtes l'un des principaux soutiens d'Alexandra Dublanche dans cette élection à la présidence des Républicains des Yvelines, et cette élection elle est programmée au mois d'octobre. Un mot de sport à présent avec cette journée festive sur la thématique du handi-golf. Elle s'est tenue le week-end dernier au Golf National à Guyancourt. Plusieurs animations ont rythmé l'événement. Un village handi-golf avec des initiations notamment et une démonstration de l'équipe de France récente championne d'Europe. Un colloque était également au programme sur la thématique de l'accessibilité. Le golf, un bon moyen d'insertion pour les personnes handicapées. Écoutez ces propos recueillis par Patrice Carmouze sur des images d'Yves Upsten-Berger. Je pense que le golf, pour moi, c'est une vie, c'est l'ouverture sur la vie et sur l'insertion. Le but, quand même, du golf, comme moi, je le vois comme ça, je le vois vraiment en insertion de la vie, parce que le golf permet vraiment de se dépasser et de vivre plein de choses. Comment se comporter justement avec une personne en situation de handicap? Hier mardi, l'agence de communication Telmi de Truffe était à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en collaboration avec Dassault Systèmes. Elle renseignait les étudiants et professeurs sur les bonnes attitudes à adopter. L'objectif de cette animation intitulée Super collègues handicap, faire évoluer les regards vis-à-vis des personnes handicapées. Interview au micro de Marion Ptac et Camille Lambert. En fait, on a un petit test à présenter à un grand nombre de personnes qui en fait détermine si les gens sont des bons collègues en entreprise vis-à-vis de l'handicap, savoir comment les personnes réagissent et leur déterminer du coup un espèce de badge pour savoir si c'est des bons collègues vis-à-vis de l'handicap ou non. Travailler avec une personne handicapée est somme toute assez simple, mais avant tout une question de comportement. Si je travaille avec une personne malentendante, je vais devoir prendre le réflexe de me mettre bien en face d'elle, de bien articuler sans trop d'efforts pour qu'elle me comprenne. Si je lui tourne le dos, elle ne pourra pas lire sur mes lèvres et elle ne pourra pas, on ne pourra pas avoir une collaboration fiable et efficace. Et pour plus d'informations sur cette initiative, rendez-vous sur le site internet de Telmi de Truffe.
En bref, les étudiants de l'UVSQ votent contre le blocage de l'établissement. La décision a été prise hier mardi en Assemblée générale. Un grand mouvement de protestation contre la réforme de l'accès à l'université se tient en ce moment dans les facultés françaises. Des blocages notamment à Sciences Po Paris et Nanterre où les examens ont été reportés. Des étudiants de l'UVSQ, justement, qui organisent ce vendredi un colloque 9 mètres carrés de l'autre côté du parloir. Un événement pour parler des conditions de vie en prison. C'est de 9h30 à 15h30 au bâtiment Leclerc de l'UVSQ. Et nous recevons 2 des organisateurs de ce colloque. Ils sont en tout 4 étudiants en droit à l'UVSQ. Les 2 étudiants qui sont avec moi en plateau, c'est Télé Barral, bonsoir. Bonsoir. Et Wilfried Rancio, bonsoir. Bonsoir. Une première question, ce colloque se déroule quelques semaines seulement après le mouvement de grogne des surveillants de prison. Ils dénoncent notamment les conditions de vie carcérales, la surpopulation carcérale. Est-ce que c'est ce qui a motivé en partie, est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a poussé à organiser ce colloque? Dans un premier temps, c'était plus de la curiosité personnelle qui nous a vraiment poussé à rechercher, à faire une recherche sur ce sujet-là. Et ensuite, c'est aussi un projet obligatoire. Donc, oui. Ça se déroule dans le cadre d'un projet d'études, c'est ça? Très bien. Et Hélé, vous, qu'est-ce qui vous touche finalement dans ce sujet des conditions de vie carcérales? Alors du coup, moi, c'était pas du tout par rapport à l'actualité, c'était plus par rapport à voir ce qui se passe du côté de la pratique du droit pénal, puisqu'on a des cours de droit pénal à la faculté. Et même au niveau des libertés fondamentales, c'était bien d'avoir les 2 points de vue dans un même projet. Quels sont les objectifs d'un tel colloque? Dans un premier temps, c'est de faire rayonner la faculté. Et c'est aussi pour nous, parce que ça nous permet aussi d'avoir quelque chose en plus sur le CV et d'en savoir plus aussi, parce qu'on voit les libertés fondamentales dans la théorie, mais on ne voit pas souvent la pratique en tant qu'étudiant. Donc c'est une chance. Et que saviez-vous justement de ce thème des conditions carcérales avant de vous plonger pleinement dans le sujet? Est-ce que vous saviez beaucoup de choses sur le sujet? Alors on savait qu'il y avait des problèmes, puisque ça, on le voit régulièrement dans l'actualité. Après, en recherchant un petit peu, c'est vrai que au niveau des places disponibles, il y en a 59 000 en France, et au niveau des détenus qui sont dans les prisons, il y en a 69 000. Donc en fait, c'est vraiment une forme de carence de la société, de ne pas réussir à gérer les détenus, ne serait-ce par exemple qu'en créant des centres spécialisés pour un certain type de détenus et d'autres centres pour par exemple les peines beaucoup plus légères, puisque par exemple on va aller visiter la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Ça se déroulera demain, à la veille du colloque. C'est ça, voilà, exactement, comme ça c'est dans la même optique pour amener les gens à s'intéresser au sujet. Et puis, en fait, dans une maison d'arrêt, c'est des gens qui purgent des peines assez légères, soit qui sont en attente de jugement. Oui. Donc, par exemple, ce serait peut-être bien de les séparer. Enfin, voilà. Donc, l'objectif du colloque, c'est aussi de proposer des améliorations à travers différentes perspectives pour justement amener les prisonniers à avoir de meilleures conditions de vie dans l'avenir. Et sur cette visite, vous allez témoigner lors du colloque vendredi de ce que vous avez vu sur place à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy? Possiblement, puisqu'on on aura un petit mot à dire sur le colloque en début. Donc on va parler de notre visite de la maison d'arrêt et des implications et des enjeux pour l'avenir. Alors il y aura des intervenants de champ, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Organiser un tel colloque, est-ce que ça... C'est compliqué parce que c'est quand même une thématique sensible, ces conditions de vie carcérales. Est-ce que ça a été compliqué de l'organiser? En fait, c'est un sujet un petit peu polémique. Du coup, c'est intéressant d'en parler justement avec différents points de vue. Comme ça, on se rend bien compte des pour et des contre. Et alors après, ce qui est compliqué, c'est déjà de trouver des intervenants, puisqu'il faut avoir un panel assez varié pour que tout le monde soit content. Et puis aussi, après, les contacter, avoir des réponses, ça, c'est pas toujours évident. Mais on est vraiment content de ce qu'on a réussi à monter en assez peu de temps finalement. Et je disais diversité d'intervenants, parce que demain, ça sera assez transversal finalement. Vous parlerez du côté historique des conditions carcérales, le côté sociologique et aussi artistique. Il y a plein de thèmes qui vont demain s'entremêler. C'est ça, on a réussi à avoir des artistes, à avoir des professionnels, à avoir des gens qui font des recherches sur le sujet de la prison. Donc on voit large. Qu'est-ce qu'on doit retenir du programme? On ne va pas le détailler dans son ensemble, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce programme du colloque vendredi? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on va parler d'histoire, puisqu'on ne peut pas parler des conditions de vie en prison sans retracer un petit peu l'historique.
Après, on ne peut pas parler non plus des conditions de vie en prison sans la garantie des droits des prisonniers. Donc du coup, il y aura vraiment un aspect assez important sur les libertés fondamentales et l'aspect sociologique. D'accord. Et puis enfin, on s'est dit que ce serait quand même pas mal si on arrivait à faire venir des directeurs d'instituts pénitentiaires, parce que en fait, c'est bien aussi d'avoir leur point de vue, puisqu'ils sont vraiment plus proches des prisonniers, puisqu'ils les gèrent, en fait, entre guillemets, tous les jours. Donc comme ça, il y a un peu tous les points de vue, la théorie, la pratique, ce qu'on pourrait améliorer, ce qui ne doit pas bouger. Et puis comme ça, c'est assez varié et intéressant. C'est ça, à côté d'universitaires, il y aura par exemple la directrice de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy qui sera présente demain. Sur ce colloque, est-ce que finalement c'est une finalité dans notre projet ou ça va se poursuivre sur la suite? On en discutait tout à l'heure par téléphone, Wilfried, mais l'idée c'est peut-être de mener aussi des projets auprès des prisonniers, c'est ça? Justement, c'est avec l'enlumineur, normalement il y avait un projet d'art avec les prisonniers où ils allaient s'exprimer à travers l'art. Donc c'est vraiment une vision qu'on cherche à retranscrire, parce que possiblement il va faire publier. Et dans la publication, justement, on va essayer de mettre les œuvres d'art qui ont été faites par les prisonniers. Une question plus pratique, comment on fait pour participer à votre colloque? On vient à la fac, avec sa carte d'identité, on se présente. Éventuellement, on m'envoie un message avant pour que je puisse faire une liste compte tenu de la situation dans les universités en ce moment. Mais après, c'est entre libre. Donc on vient et puis on s'installe et on prend du plaisir à écouter. Une dernière question, qu'est-ce qui ferait que ça soit une réussite? Qu'est-ce que vous attendez de ce colloque? Une salle bien remplie et de l'écoute surtout. Merci à vous deux, en tout cas, Elie Barral et Wilfried Rancio, d'avoir été avec nous. Vous êtes deux des organisateurs de ce colloque. Je rappelle que vous êtes en tout 4 à organiser ce colloque, 9 mètres carrés de l'autre côté du parloir, pour sensibiliser sur les conditions de vie carcérales. C'est de 9h30 à 15h30 au bâtiment Leclerc de l'UVSQ et c'est ce vendredi 20 avril. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de l'événement qui s'affiche en bas de l'écran. Culture et cette question, qu'est-ce qu'un territoire? L'association Versailles Images a interrogé ses adhérents. Les réponses s'exposent jusqu'au 31 mai au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Découverte avec Mélanie Poquet sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Territoire, portion identifiée et appropriée de la surface de la Terre. De cette définition encyclopédique, l'association Versailles Images en tire une exposition. Chacun avait quartier libre pour exposer sa vision du territoire. Donc parfois c'est un territoire plutôt descriptif, parfois c'est un peu plus compliqué. On a aussi une des visions, c'est la notion de tribu, la population d'un espace qui délimite un territoire. On a aussi des territoires au niveau de la photo animalière. 150 photographies entraînent le spectateur dans un voyage sans fin, résultat d'une réflexion initiée depuis le mois de septembre. Grand ou petit format, couleur ou noir et blanc. 19 photographes se sont prêtés au jeu et partagent leur vision. Je fais beaucoup de photos animalières en fait. J'ai fait un focus sur les libellules parce que ce sont des insectes qui me passionnent. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Si on enlève les mares, si on enlève tout ça, elles disparaissent. Et donc la notion de territoire pour moi était importante par rapport à elles. Je suis parti du principe que finalement, faire une photographie, c'est poser un cadre, c'est poser donc des limites dans un espace, et que ces limites délimitent justement un territoire. Le territoire photographique dans lequel on va y projeter un certain nombre de choses, dans lequel on va interpréter un certain nombre de choses. C'est un territoire propre. En France, à l'étranger, sur la terre ou dans les airs, les photographes vous font découvrir des trésors cachés de territoire. Toutes les infos culturelles du territoire à voir dans le 7-8 Culture présenté par Mélanie Poquet. Et c'est juste après ce journal. Mais avant de se quitter, une idée de sortie. Vous le savez, en ce moment, c'est les vacances scolaires. Le centre commercial Espace Saint-Quentin propose depuis vendredi des animations autour des Schtroumpfs et leurs 60 ans d'histoire. L'occasion de retourner en enfance, comme l'a fait Mickaël Elmidoro. Ils ont quitté leur village pour s'installer à l'espace Saint-Quentin. Un atelier sur les Schtroumpfs est programmé place des Pyramides. Une thématique qui a permis au centre d'attirer 30% de visiteurs supplémentaires par rapport à l'année dernière. De faire venir le Schtroumpf nous permettait de venir partager une émotion autour d'un personnage transgénérationnel. Et donc dans notre animation par exemple qui a démarré vendredi de la semaine dernière, on a des enfants qui participent aux activités ou même des personnes de plus de 60 ans. C'est ce qui est génial. Au programme des quiz, des ateliers coloriage interactifs, mais également une exposition inédite qui retrace l'histoire des petits hommes bleus et de son créateur. Cette année, on fête les 60 ans des Schtroumpfs. Voilà, on a une tournée européenne donc, qui est sur la France, la Belgique et la Suisse. On retrouve donc toute l'histoire des Schtroumpfs, donc l'histoire de Peyo qui est le dessinateur principal.
Ce mercredi 18 avril, une trentaine d'enfants a pu tester les animations. J'aime bien. Qu'est-ce que t'aimes bien dans les Schtroumpfs? Bah, c'est drôle, ils sont bleus, petits. J'ai fait des dessins de Schtroumpfs. J'ai fait Schtroumpf fête. Après, j'ai fait Grognon. Et c'est tout. Les animations Schtroumpfs sont programmées jusqu'à ce samedi 21 avril à l'espace Saint-Quentin. Les Schtroumpfs, c'est génial! C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle cette information avant de vous quitter. La grève qui se poursuit à la SNCF encore demain jeudi. Le trafic sera très perturbé ce jeudi sur les réseaux des transports en Ile-de-France. À Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sera encore plus compliqué par rapport à aujourd'hui. Un train sur 3 à prévoir pour le RER-C. C'est un train sur 4 sur la ligne N du Transilien. Et sur la ligne U, un train sur 3. Vous pouvez consulter l'horaire de votre train sur le site transilien.com. Ce journal, vous pouvez bien sûr le revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.